Bonjour Hugues. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le travail forcé et les pires formes du travail des enfants? Oui, merci. D'abord, on définit le travail forcé comme étant tout travail imposé par l'État ou par un particulier sous la menace. Pour les pires formes de travail des enfants, on a gardé une définition ouverte, donc on ne veut pas trop définir. Seulement, l'idée derrière ça, c'est d'éviter tout travail préjudiciable à l'éducation ou au développement de l'enfant. Donc ça peut s'incarner sous différentes formes. Ces définitions proviennent de 4 conventions de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire la Convention sur le travail forcé, la Convention sur l'abolition du travail forcé, la Convention sur l'âge minimum et la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Ces 4 conventions sont reconnues comme faisant partie des conventions fondamentales de l'OIT, c'est-à-dire que même les États qui n'ont pas ratifié les dites conventions sont tenus de respecter les obligations qui sont contenues dans ces conventions. Statistiquement, à combien se chiffre le travail forcé dans le monde? Selon l'OIT, on estime en 21 millions de personnes qui travaillent dans des conditions de travail forcé. De ces 21 millions de personnes, on compte environ 5,5 millions d'enfants. La valeur totale qu'on estime des produits qui sont issus du travail forcé, des pires formes de travail des enfants, est estimée à environ 150 milliards de dollars US. La problématique est généralisée dans la plupart des pays développés parce qu'on note dans les dernières années une augmentation de la valeur des importations qui font intervenir ce type de travail. Par exemple, au Canada, entre 2012 et 2016, on note une hausse de 31% de la valeur des importations de produits dont la chaîne d'approvisionnement implique le travail forcé et les pires formes de travail des enfants. Dans ces produits-là, parmi ces produits, on peut par exemple compter les vêtements qui proviennent du Bangladesh, les tomates qui proviennent du Mexique, ou encore les chaussures qui sont fabriquées en Inde, le café dominicain, l'huile de palme qui provient d'Indonésie. Donc, c'est un risque le risque que les consommateurs achètent de tels produits est très présent parce que c'est des produits de consommation qu'on achète à tous les jours. Ce n'est pas des produits spécifiques. Donc, on en trouve dans des produits d'alimentation, mais aussi dans des produits électroniques. Et tout ça s'explique par la complexification de la chaîne d'approvisionnement qui est typique de la mondialisation du commerce, où comme la chaîne d'approvisionnement se complexifie, ça se peut qu'il y ait un maillon quelque part dans la chaîne qui fasse intervenir du travail forcé ou les pires formes de travail des enfants. Donc pour l'importateur, ça devient difficile de vraiment enquêter sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement pour trouver s'il y a ne serait-ce qu'un maillon qui font intervenir les pires formes de travail des enfants ou le travail forcé. Quelles sont les législations qui encadrent le travail forcé? Tout d'abord, au Canada, on est présentement à réfléchir à comment on peut mettre fin à ces pratiques. La plupart des accords commerciaux récemment signés par le Canada impliquent un engagement de la part des pays partenaires à ne pas importer de produits qui font intervenir le travail forcé ou les pires formes de travail des enfants. Par contre, ces engagements ne sont liés à aucun mécanisme qui assure la mise en œuvre effective de ces engagements. Donc, au Canada, on en est vraiment à la réflexion de comment on pourrait rendre effectif cette obligation. Stratégiquement, l'idéal, c'est de faire intervenir 3 types d'acteurs, c'est-à-dire le gouvernement, la société civile et les entreprises elles-mêmes, pour mettre fin à ces pratiques. On retrouve aux États-Unis une réforme législative qui a été adoptée en 2016 qui semble très prometteuse, justement parce qu'elle fait intervenir ces 3 types d'acteurs. On a cherché à faire cette réforme législative-là dans l'élan de plusieurs scandales qui sont sortis dans les médias et que les ONG avaient ébruité aussi sur l'importation de produits de cacao, de certains fruits de mer ou du coton. Donc, on a cherché à répondre un petit peu à ces scandales-là en renforçant la loi sur les importations qui existait déjà. Donc, pour ce faire, l'État américain a décidé d'octroyer beaucoup plus de ressources aux services de douane. Entre autres, les services de douane ont beaucoup plus de moyens pour mener des enquêtes rapides. Ils ont plus d'employés aussi. On a placé dans les différentes ambassades des employés du service de douane pour que les importateurs et les exportateurs puissent avoir accès à une information plus détaillée. Une autre
disposition de cette réforme législative-là qui est très intéressante, c'est qu'on permet à la société civile de déposer des plaintes lorsqu'ils soupçonnent qu'un produit va être importé ou est importé aux États-Unis, qu'il fait intervenir les pires formes de travail des enfants ou le travail forcé. Quand ces plaintes sont fondées, c'est là que les services de douane peuvent faire des enquêtes. Ces enquêtes sont faites de façon très rapide et si la plainte s'avère fondée, le service des douanes va empêcher, va retenir en fait le produit aux douanes. Donc on estime que cette législation est très prometteuse. Premièrement, d'un côté parce qu'elle a eu des résultats probants, c'est-à-dire que plusieurs produits ont été retenus aux douanes. On parle aussi de la simplification des procédures administratives, tant pour le service des douanes que pour le dépôt de plainte venant de la société civile. Donc, cette réforme législative-là, on la voit aussi comme étant prometteuse parce qu'elle permet d'impliquer les trois acteurs principaux qui peuvent changer, qui peuvent mettre fin finalement à l'importation de produits issus du travail forcé et des pires formes du travail des enfants. Le gouvernement qui octroie plus de ressources aux services de douane, la société civile qui est invitée à déposer des plaintes et les entreprises qui sont elles-mêmes responsabilisées à mieux enquêter sur leur chaîne d'approvisionnement, comme elles ont maintenant la menace de voir leurs produits retenus aux douanes. Maintenant, on a aussi une pratique qui est de tenir des listes, tenir à jour des listes de produits dont on soupçonne qu'ils font intervenir le travail forcé ou les pires formes du travail des enfants. Ces listes-là, ce sont soit des ONG ou soit des organismes gouvernementaux qui tiennent ces listes à jour. Aux États-Unis, c'est le Bureau of International Labor Affairs qui a une liste très exhaustive de ce type de produits. Cette liste, elle est utile au service des douanes quand il fait ses enquêtes, mais elle est aussi utile pour la société civile, pour que les ONG ou les journalistes puissent enquêter de façon plus détaillée sur certains produits, tout en informant les consommateurs sur les produits qui sont plus à risque. On a un deuxième type de législation qui fait surtout retomber la responsabilité sur l'entreprise. On parle en anglais due diligence, en français on traduit par une obligation de faire preuve de diligence raisonnable. C'est-à-dire que ces législations-là, qui ont été adoptées récemment en Californie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France, elles cherchent à obliger l'entreprise à informer le public sur les mesures que l'entreprise prend. L'entreprise est donc tenue d'informer, d'offrir de façon claire et visible à la population des informations sur les moyens qu'elle entreprend pour s'assurer que ces chaînes d'approvisionnement ne contiennent aucun maillon qui fait intervenir les pires formes de travail des enfants ou le travail forcé. Et finalement, ce type de législation-là, il capitalise sur le fait on estime que les entreprises ce sont les acteurs les mieux placés pour elles-mêmes changer les comportements plutôt qu'à simplement fuir. Ce sont elles, finalement, qui sont les plus à mieux de mettre fin au travail forcé et aux pires formes de travail des enfants. Merci. Plaisir.